Écho du temps, le podcast du Musée d'archéologie nationale. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho du temps. Je suis Daphné Mavrocordatos et aujourd'hui je vous propose un voyage en territoire arverne pendant la guerre des Gaules, c'est-à-dire entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, à la fin de l'âge du fer, à la découverte d'un objet fascinant, un statère d'or à l'effigie de Vercingétorix. Mais d'abord, faisons un petit tour au 19e siècle comme nous commençons à en avoir l'habitude. C'est parti, direction le Puy de Dôme. Nous sommes en septembre 1852 sur le territoire de la commune de Pionçat. Jean Chabassière, métayer de la ferme du Plamont au nord de la commune, travaille dans son champ. En y creusant, il tombe sur un drôle d'objet, pot en terre cuite. Qui a bien pu le mettre ici? Interloqué par sa trouvaille, Jean Chabassière décide de la sortir de terre. L'objet est visiblement ancien et révèle très vite son contenu. Des centaines de pièces d'or. Elles ne ressemblent pas vraiment à des monnaies contemporaines. De plus, les figures représentées de profil ne lui sont pas familières. En tout cas, les pièces dorées qui brillent comme ça, on peut difficilement se tromper, elles sont en or, c'est sûr. Quelle découverte! Une fois le temps de la surprise passé, Jean Chabassière décide de vendre ses monnaies. C'est qu'elles vont probablement lui rapporter une petite fortune. C'est ainsi que ce que l'on surnomme très vite le trésor de Pionçat est rapidement éparpillé entre différents amateurs et antiquaires. Oui, car ces monnaies attirent très rapidement l'attention. Elles représentent un visage et surtout une inscription et pas des moindres. On peut y lire Vercingétorix. Une de ces pièces en or fait donc son chemin jusqu'au musée d'archéologie nationale qui l'achète en 1867 pour la somme de 630 francs. Vercingétorix ? Oui, vous avez bien entendu le nom de ce fameux chef gaulois qui s'est opposé à Jules César pendant la guerre des Gaules. Et cette découverte constitue même la première preuve archéologique de son existence. Oui, car hormis les écrits du général romain et les mentions postérieures par quelques historiens antiques, jusque-là, aucune preuve archéologique de son existence n'avait été découverte. On sait aujourd'hui que Vercingétorix est probablement né vers 82 avant Jésus-Christ, en territoire arverne, l'actuelle Auvergne, et qu'il était fils d'un aristocrate, Celtios. Il avait donc moins de 30 ans pendant la guerre des Gaules. Son nom, Vercingétorix, signifie mot à mot « roi suprême des guerriers ». Bon, je vous entends penser. À quoi ressemblent donc ces pièces d'or? Eh bien, on ne peut pas toutes les décrire puisqu'une grande partie du trésor a été perdue. Mais concernant celles encore connues aujourd'hui, on sait que leur face présente le profil d'un jeune homme imberbe aux cheveux bouclés ou casqués, souligné de l'inscription souvent incomplète « Vercingétorix ». Au revers, on retrouve un cheval galopant, surmonté d'une lune et souligné d'une amphore ou d'un S couché, symbole du pouvoir arverne. Donc, un jeune homme imberbe aux cheveux bouclés. Je parie que c'est pas comme ça que vous imaginez le chef de la résistance gauloise. Vous le voyez plutôt avec les cheveux longs, pas forcément bien coiffés ou tressés, un casque ailé et une longue moustache touffue. Alors, cheveux longs peut-être, mais moustache touffue et casque ailé, plutôt non. Justement, c'est l'occasion de revenir sur les idées reçues sur les Gaulois. On a tendance à imaginer un peuple rural, un peu bourru, bagarreur, pas très propre ni délicat, qui ne sait pas écrire. Pourtant, les Gaulois, c'est d'abord près d'une centaine de peuples différents. Les Arvernes, les Éduins, les Allobroges, les Carnutes, les Bituriges et tant d'autres, qui ont pour capitale des Oppidas, comprenez des agglomérations fortifiées. Ils maîtrisent très bien les alphabets grec et latin et pratiquent des échanges commerciaux de longue date avec le reste de l'Europe, car ils sont notamment de fins orfèvres. Concernant leur apparence, les modes ont pu changer en fonction des peuples et des époques, mais à la fin de l'âge du fer, les Gaulois savaient très bien se raser et se couper les cheveux. Ils étaient même connus pour être très élégants et toujours bien habillés, même à la campagne, comme le relatent les observateurs grecs. Alors, Vercingétorix, qui avait la trentaine au moment de la guerre des Gaules, a pu avoir l'apparence qui lui est donnée sur cette pièce de monnaie, aussi bien qu'elle peut simplement reprendre les traits d'un Apollon présents sur certaines pièces grecques connues des Gaulois. Pour démêler le vrai du faux dans cette histoire plus très claire, retrouvons Laurent Olivier, conservateur général chargé des collections des âges du fer au Musée d'archéologie nationale. Bonjour Laurent. Bonjour Daphné. Merci de vous joindre à nous pour nous présenter ce statère d'or arverne et le personnage qu'il représente, Vercingétorix. Est-ce qu'avant vous pourriez nous expliquer rapidement ce qu'est l'âge du fer et la collection dont vous avez la charge au musée? L'âge du fer, en fait, c'est la période à partir de laquelle le fer devient prépondérant.
après l'âge du bronze, et ça correspond en gros au dernier millénaire avant notre ère. C'est l'époque des Celtes et des Gaulois. Mais plus largement, à l'échelle du monde ancien, c'est ce qu'on appelle aussi l'âge axial. C'est-à-dire c'est un changement dans la façon de penser. C'est le moment où la philosophie et les sciences se développent en Grèce. C'est le moment où il y a le confucianisme en Asie. Et puis aussi, c'est le moment où il y a une transformation majeure des modes de pensée en Europe avec l'art celtique, qui est une façon de penser la métamorphose, les transformations, etc. Donc c'est vraiment un changement important. Et puis c'est aussi le moment où ces cultures autochtones de l'Europe, cultures celtiques, sont confrontées soit à des grands empires commerciaux comme celui des Grecs, par exemple, ou des Étrusques. Et puis après, ils sont confrontés à des puissances impérialistes qui menacent leur existence comme celle des Romains. Donc il y a aussi une dimension sur la question économique et puis la question coloniale en fait. Et parce que c'est la culture celtique, en Europe continentale, elle a été démantelée par la romanisation alors qu'elle a continué à survivre dans les pays qui n'avaient pas été envahis par les Romains, comme par exemple en Écosse, dans le Pays de Galles ou en Irlande. Quelle est la différence entre celtique et gaulois ? Ah, ça c'est une question compliquée. Gaulois, c'est le nom que les Romains ont donné aux populations locales du centre de la France. Galli, on ne sait pas d'ailleurs très bien d'où vient ce mot. C'est un peu comme Indien en Amérique du Nord. C'est pas le nom que les autochtones portaient. Les habitants du centre de la France se définissaient comme Celtes. Et ça, c'est les Grecs qui nous l'apprennent. Ils s'appellent dans leur propre langue Keltoi. Et donc, pendant longtemps, on a pensé que les Celtes et les Gaulois, c'était le territoire de la France, là où les auteurs anciens les avaient identifiés. Et puis, grâce aux découvertes de l'archéologie, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle la culture matérielle, c'est-à-dire la manière dont ils enterrent leurs morts, dont ils font leur poterie, dont ils construisent leurs maisons, on trouvait ça en France, mais aussi sur le reste de l'Europe et même dans les îles britanniques. Et donc, on s'est dit, cette culture-là, on va appeler ça culture celtique. Donc, vous voyez, celtique, c'est la culture de l'ensemble de l'Europe. Et puis, gaulois, c'est là où les auteurs de l'Antiquité identifient des populations qu'ils appellent gauloises en eux-mêmes. Donc, plutôt la France jusqu'à la frontière du Rhin et aux Pyrénées. Merci. Maintenant qu'on a un peu mieux compris le contexte, revenons sur le stataire en or du trésor de Pionça. Alors, on sait qu'il a été découvert en 1852. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus et nous dire ce que son étude nous a appris ? Ça a été une véritable, je dirais pas révolution, mais révélation en tout cas, quand ce petit trésor de monnaie d'or a été découvert, parce qu'on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une inscription dessus, et cette inscription disait Vercingétorix. Et jusqu'alors, en fait, Vercingétorix était, si vous voulez, une sorte de personnage de papier, c'est-à-dire qu'on le connaissait dans le texte de César, les commentaires de la guerre des Gaules, et il avait un titre tellement flamboyant qu'on ne pensait pas que c'était un nom propre, on pensait que c'était un nom générique, ça veut dire, en gaulois, ça veut dire le très grand chef des guerriers, Vercingétorix. Et Michelet, par exemple, disait le Vercingétorix. Et quand on a trouvé le trésor de Pionça, on s'est rendu compte que non seulement c'était un personnage qui avait véritablement existé, mais aussi, surtout, qu'il avait émis de la monnaie. Et donc ça éclairait le récit de César qui dit qu'il est nommé roi par ses partisans au moment de la grande insurrection de 52 avant Jésus-Christ. Donc si vous voulez, ce que ça a fait, c'est quelque chose que fait l'archéologie en fait, c'est que des événements qui ne sont connus que par l'histoire, finalement prennent d'un seul coup une consistance, une matérialité, et on est directement confronté aux vestiges de cette période-là. Et alors justement, pour revenir sur ce nom Vercingétorix, il me semble qu'il y avait d'autres noms de chefs gaulois, Angétorix ou Ingétorix, qu'on avait découvert. Oui, alors, ce qui a beaucoup troublé les spécialistes de la langue gauloise, c'est que Vercingétorix, en fait, c'est un nom composé. Et on connaît, par exemple, chez les Trévires, donc dans la région de Trèves actuelle, un Saint-Gétorix. Et on en connaît aussi un autre dans les îles britanniques. Wer, en gaulois, ça veut dire trait. Hein. On trouve l'équivalent en latin avec super. Rix, vous trouvez l'équivalent en latin avec rex, qui veut dire roi, mais en gaulois, c'est plutôt le chef de guerre. Et Kingeto, ça c'est un mot complètement gaulois qui veut dire celui qui marche. Celui qui marche, c'est les fantassins. Donc, c'est des noms composés, en fait. Hein. C'est celui qui gouverne ceux qui marchent, ou le très grand chef qui gouverne les soldats. Et donc, d'où le fait qu'on pensait vraiment que c'était plutôt un attribut qu'un nom propre. Exactement, exactement. Alors, revenons une fois encore sur ce trésor. Est-ce que toutes les pièces de monnaie gauloise qu'on connaisse étaient toutes en or ? Est-ce qu'il y en avait de différents types ? Est-ce qu'il y avait différentes fonctions en fonction des peuples gaulois ? Est-ce qu'il y avait des problèmes d'échange justement parce qu'ils avaient des monnaies qui pouvaient être différentes ou pas ? Alors ça, c'est une question très profonde. Il y a des monnaies en or, évidemment, mais il y a aussi, dans le sud de la Gaule, on fait plutôt des monnaies en argent. Et puis, on fait aussi des monnaies qu'on appelle en billon, c'est-à-dire c'est un alliage d'or avec du cuivre ou de l'argent. Et puis, des monnaies qu'on dit en potin, donc c'est une espèce d'alliage cuivreux qui ressemble au laiton. Alors, c'est compliqué parce que ce qui est difficile à comprendre, c'est que c'est des monnaies, ça ressemble à de la monnaie, mais ça ne fonctionne pas comme de la monnaie dans un premier temps. C'est-à-dire que les premières monnaies qui sont réalisées par les Gaulois sont des monnaies en or,
copié sur le stataire de Philippe II de Macédoine, qui représente au droit un profil humain, et puis au revers un char conduit par 2 chevaux. Et à l'origine, on produit des monnaies de très très haut titre, des monnaies qui font entre 7 et 8 grammes d'or pur. C'est un petit peu comme si de nos jours, on n'avait que des billets de 500 € dans nos poches. Donc avec ça, vous ne pouvez rien acheter, vous ne pouvez pas aller faire vos courses, vous ne pouvez pas acheter une baguette, vous ne pouvez pas payer un service, vous ne pouvez pas découper la monnaie équivalent à 500 € en morceaux. Donc c'est ce que les anthropologues appellent des monnaies sociales. C'est-à-dire, c'est des monnaies qui servent uniquement à payer et non pas à acheter, ce qui paraît bizarre. Payer quoi ? Payer des dettes, par exemple, payer des mercenaires. Ils sont payés en pièces d'or. Payer des dettes sociales, par exemple, quand des guerriers doivent se marier, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de créer une dot. Quand un crime doit être réparé, par exemple, quand quelqu'un a été tué, quand il y a un homicide, bref, ça sert à payer de la dette, vous voyez ? Et ça va dans des économies qui sont pas des économies monétaires. C'est des économies qui sont fondées sur le don et le contre-don. Et c'est seulement tardivement, c'est-à-dire on pense que c'est à peu près au moment de la guerre des Gaules, que les monnaies gauloises commencent à rentrer dans une économie monétarisée. Et ça vient en particulier avec le commerce du vin italien, qui c'est une sorte de commerce de traite en fait. C'est le même schéma qu'on trouve en Amérique du Nord. Hein. On abreuve les indigènes de produits qui ne produisent pas eux-mêmes et en échange desquels ils donnent tout ce qu'ils peuvent, en fait. Et là, à ce moment-là, on voit que dans le couloir rhodanien, qui remonte depuis Marseille pour aller jusque dans l'est de la France et dans le bassin parisien, les monnaies gauloises commencent à s'aligner sur le denier romain. C'est-à-dire qu'elles ont le même poids. Donc, en d'autres termes, avec une pièce en argent gauloise, on peut l'échanger contre une pièce en argent romaine. Donc on passe dans une économie d'échange à ce moment-là. Et puis avec la guerre des Gaules, au moment où la guerre, il y a toujours d'énormes besoins financiers, on voit commencer à apparaître la déclinaison de la monnaie en monnaie d'or, monnaie d'argent, monnaie de bronze, etc. Et on voit qu'il y a du petit numéraire qui apparaît. Donc on voit qu'à ce moment-là, ça sert aux achats et pas uniquement à la dette. Donc la monnaie, c'est aussi quelque part l'impact des relations avec des puissances économiques différentes qui ne fonctionnent pas sur le même schéma et qui développent des relations d'inégalité, aussi un commerce inégalitaire avec les cultures autochtones d'Europe. Et du coup, ce stataire qui a été frappé potentiellement pendant la guerre des Gaules, lui, il avait plutôt une fonction, comme les premiers stataires qui étaient, pour payer des dettes, par exemple, plutôt que pour faire des échanges de tous les jours. Alors, ce qui est très intéressant avec le stataire de Vercingétorix, c'est qu'on peut dire exactement quand est-ce qu'il a été frappé. En fait, il a été frappé dans l'année 52 avant Jésus-Christ, au moment où Vercingétorix devient le chef d'une grosse coalition militaire qui rassemble autour des Arvernes la plupart des peuples de la Gaule celtique. Donc, ces monnaies-là, en fait, elles servent à payer des dettes, elles servent à acheter les alliés et à acheter les mercenaires. C'est beaucoup de la monnaie qui se développe dans un cadre militaire, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça pour les alliances. Et puis aussi, c'est très lié, en fait, parce que ça c'est une chose qu'on ne voit qu'indirectement, c'est très lié aux druides. Parce que les druides dans la société gauloise, c'est pas seulement des responsables de la religion, c'est aussi des philosophes, des juristes, et ils sont responsables des comptes publics. Donc il y a une relation, si vous voulez, entre le monde de la guerre et le monde des sanctuaires. Et on pense que ce sont eux qui alimentent, si vous voulez, en or, en réserve de métal précieux, les troupes de Vercingétorix. Et du coup, sur ces questions d'échange, en revanche, c'était possible, entre différentes tribus, d'échanger un stataire, par exemple, frappé par les Arvernes, avec les Édouins. Est-ce qu'on retrouve ces pièces échangées ou pas tellement ? Alors la chose qui est très drôle, c'est que chaque peuple a sa propre monnaie. En fait, chaque peuple a ses propres unités, a ses propres symboles. Certains représentent plutôt des chevaux, d'autres représentent plutôt des sangliers ou des taureaux. Enfin bref, il y a toute une variété de symboles selon les peuples. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça reste encore de la monnaie sociale. C'est-à-dire que ça a valeur uniquement à l'intérieur du peuple. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, les autres peuples ont d'autres systèmes. Et ce qu'on voit apparaître de manière intéressante, c'est que certains peuples partagent les mêmes symboles ou les mêmes frappes. Donc ça veut dire aussi qu'il y a la possibilité que certaines monnaies circulent de peuple à peuple, probablement à l'intérieur d'alliances. Donc vous voyez, la monnaie, elle est intéressante parce qu'elle donne aussi un éclairage sur les alliances politiques et la vie de ces sociétés anciennes sur lesquelles on n'a pas de témoignages écrits. Justement, sur cette monnaie, on voit donc un personnage. On a déjà dit que c'était Vercingétorix. Donc, on a dit que souvent, les stataires gaulois reprenaient les types de stataires grecs avec donc un profil. Est-ce qu'on connaît d'autres pièces à l'effigie, peut-être de Vercingétorix ? Est-ce que c'est vraiment Vercingétorix dessus ? Et est-ce qu'il y a d'autres personnages peut-être représentés sur les monnaies gauloises ?
Le petit personnage, le jeune homme, parce que c'est un jeune homme aux cheveux bouclés qui est représenté sur le stataire de Vercingétorix, ça a fait couler beaucoup d'encre, avec une question qui vient immédiatement à l'esprit, est-ce que c'est la tête de Vercingétorix ou est-ce que c'est pas la tête de Vercingétorix? Et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on a un personnage qui ne porte pas de moustache, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer? En fait, c'est une question qui est très très difficile à trancher. Pour le dire franchement, on n'en sait rien. En revanche, il y a quelque chose qui est intéressant et qui apparaît à cette époque-là, c'est qu'on commence à voir apparaître des noms sur les monnaies. Jusqu'alors, les monnaies au droit qui représentent un profil, c'est plutôt un profil toujours extrêmement schématisé, qui a l'air plutôt de représenter une tête de divinité ou un esprit plutôt qu'un personnage réel. Et au moment de la guerre des Gaules, on voit arriver des pièces qui sont vraiment frappées au nom d'individus. Donc, je vous ferai une réponse de Normand, c'est ni oui ni non, mais il y a quand même quelque chose qui va vers la personnalisation des frappes de monnaie. Et justement, donc, encore une fois, ce stataire était, comme vous l'avez dit précédemment, la première trace archéologique de Vercingétorix, de l'existence de Vercingétorix, qu'on connaît surtout par les écrits de César. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait vraiment de lui? Il a existé en 52, puisqu'il a été frappé sur une monnaie. On ne sait pas grand-chose de Vercingétorix. En fait, on le connaît essentiellement par le texte de César. Et on le connaît pendant 9 mois. On le suit pendant 9 mois, du début de l'insurrection, ce qui commence à l'hiver 53-52 avant Jésus-Christ, jusqu'à la reddition d'Alésia, qui se passe probablement dans le courant du mois de septembre 52. Donc voilà, on le suit pendant l'hiver, le printemps, et puis à peine le tout début de l'automne, les tout premiers jours de l'automne. Ce qui pose un problème parce que César est le seul témoin de cette histoire. On a d'autres témoignages de lui, de Vercingétorix, au moment de ce qu'on appelle le triomphe de César, en 46 avant Jésus-Christ. Parce que les généraux romains qui ont réussi à agrandir le territoire de l'Empire bénéficient de ce qu'on appelle un triomphe, c'est-à-dire ils ont le droit de défiler dans le forum sur un char avec le butin ramassé pendant la guerre et les ennemis de Rome qui défilent avec les prisonniers de guerre. Et puis à l'issue du triomphe, Vercingétorix est exécuté et son corps est probablement jeté dans le Tibre. Donc on a un témoignage de ça. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui a beaucoup choqué les Romains parce que comme Vercingétorix s'était rendu à César, les gens trouvaient que c'était quand même un petit peu excessif. Pourquoi l'exécuter, et surtout l'exécuter autant de temps après, alors qu'il était franchement plus une menace du tout pour la sécurité de Rome? Ce qui fait qu'il est devenu un personnage un petit peu ambigu, c'est-à-dire c'est à la fois, il représente les Gaulois, c'est-à-dire les Gaulois c'est la terreur des Romains. Les Gaulois ont envahi Rome au IVe siècle avant Jésus-Christ et c'est la puissance turbulente, violente qui inquiète les Romains. Donc c'est à la fois le symbole de la victoire des Romains sur les Gaulois et puis en même temps, il y a ce côté de celui qui est sacrifié pour rien, en réalité. Et donc ça va avoir beaucoup d'importance dans la suite de son histoire, dans la manière dont le personnage de Vercingétorix va évoluer après l'époque romaine. Et justement, parce qu'il va y avoir d'autres écrivains, historiens romains, et je crois grecs, si je ne dis pas de bêtises, qui ont écrit sur Vercingétorix, donc qui se basent principalement sur les écrits de César. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de mener quand même une enquête historique ? Alors dès le début, ce qui est intéressant avec le récit de César, on n'en a pas parlé, c'est qu'en fait c'est un récit d'auto-justification. Parce qu'en fait, César, avant de partir en Gaule, est un personnage, un politicien un petit peu corrompu. Il a énormément d'ennemis. Dans un premier temps, on se dit, tiens, on va l'envoyer gérer les pâturages et les forêts du côté de Naples. Comme ça, il nous foutra la paix, on sera tranquille. La manœuvre est vantée par les amis politiques de César. Et puis finalement, on se dit, tiens, meilleure idée, on va l'envoyer gouverner la Narbonnaise, c'est-à-dire toute la province du sud de la Gaule qui a été conquise en 121 avant Jésus-Christ. Et là, comme il est à la frontière avec les Gaulois, ça va le calmer. Et en fait, César comprend qu'il peut utiliser la guerre comme un outil de promotion personnelle et il commence à allumer des guerres tout seul avec les Gaulois qui sont une puissance qui n'a pas déclaré la guerre à Rome. Donc ça, c'est un crime de guerre, d'engager l'État romain dans des guerres que n'a pas décidé l'État romain. Et en fait, tous les commentaires de la guerre des Gaules qu'il écrit après la victoire d'Alésia, après la chute de l'insurrection gauloise, c'est pour expliquer qu'il n'a jamais agi que dans l'intérêt de la sécurité de Rome. Et d'ailleurs, il envoyait des rapports tous les ans au Sénat et personne n'a dit que ça n'allait pas. Personne ne l'a rappelé. Et donc, heureusement qu'il a fait ça parce que c'est là où il introduit un concept qui va avoir beaucoup de succès par la suite. On pourrait appeler ça la légitime défense par anticipation. C'est-à-dire, ils sont dangereux, ils nous ont rien fait, mais ils pourraient. Et de toute façon, si on ne les attaquait pas, ils allaient le faire. Et donc, regardez ce que j'ai fait, c'est formidable. Maintenant, la Gaule qui inquiétait tout le monde est vaincue et tout le monde est tranquille. Et en fait, cette version-là, elle est immédiatement mise en doute par d'autres historiens. D'autres historiens dont les écrits, malheureusement, ont été perdus. Et ce qui va se passer, c'est que dans les années qui vont suivre, et même dans les siècles qui vont suivre, on va réécrire cette histoire.
Parce qu'en fait, l'histoire romaine, ça ressemble un petit peu, pour prendre une comparaison qui n'a pas lieu d'être, c'est un petit peu comme Wikipédia. C'est-à-dire il faut régulièrement la remettre à jour. Et puis, on a ce problème de la vérification des sources. Donc, chaque génération d'historiens va rajouter de nouveaux épisodes à l'histoire de Rome. Et on va avoir plusieurs historiens qui vont amener des détails inconnus sur la reddition de Vercingétorix. Le premier, c'est Plutarque, qui écrit plus d'une centaine d'années après le texte de César. Et c'est lui qui nous dit que Vercingétorix vient se rendre avec son cheval, avec ses armes, qui jette ses armes aux pieds de César, etc. Ce qui n'est pas du tout dans le texte de César. Et puis on a une révélation par l'historien qui s'appelle Dion Cassius. C'est un haut fonctionnaire qui a servi, je crois, sous 6 empereurs successifs au IIIe siècle de notre ère. Et lui, il va amener un scoop incroyable. Il va dire, mais en fait, Vercingétorix et César étaient amis. Ils ont été amis, et si Vercingétorix est venu se rendre, c'est parce qu'il voulait solliciter la pitié de son ancien ennemi pour obtenir les conditions d'une reddition les plus équitables pour les Gaulois. Donc vous voyez, c'est une histoire qui n'arrête pas de se broder de nouveaux épisodes depuis le récit de César, qui finalement n'est pas grand-chose. Oui, donc surtout, en fait, on crée une espèce de fantasme autour de Vercingétorix et de la personne qu'il est, déjà parce que César a construit un peu le personnage pour justifier de ses actes, et en plus, derrière, on a des séries d'écrivains qui racontent des choses dont on n'est même pas vraiment sûr, nous, aujourd'hui, qu'elles se sont vraiment passées, parce qu'il y avait cette volonté d'encore justifier et réinterpréter, en quelque sorte, pour expliquer l'histoire. Ce que ça fait, c'est que c'est un petit peu comme, vous connaissez l'exemple de la mécanique quantique du chat de Schrödinger, hein, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. En fait, on ne sait pas comment ça s'est passé, parce qu'on a des auteurs qui sont aussi crédibles et aussi respectables, des vrais historiens qui donnent des versions complètement contradictoires de cette histoire. Avec surtout quelque chose qui est complètement invraisemblable, c'est-à-dire que dans toutes les guerres du monde, les ennemis ne se rendent jamais en armes aux vainqueurs. On n'imagine pas... Si s'était pas suicidé dans son bunker, Hitler débarquait en automitrailleuse, jetait ses pistolets aux pieds des présidents américains et de Staline. Il aurait eu le temps de se faire descendre 1000 fois à la sortie du bunker de la chancellerie de Berlin. Donc c'est pas plausible cette histoire-là. Mais en même temps, on nous la raconte avec tellement de détails qui semblent véridiques et authentiques, on n'est pas en mesure d'avoir les arguments qui nous permettraient de dire c'est pas possible. Et puis de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas de traces qui nous permettraient de contredire complètement ce qui a été écrit. Alors on a des choses dans le récit de César, c'est là où c'est intéressant, parce que César, quand il parle de la reddition de Vercingétorix, il a cette espèce de, on appelle ça la brevitas chez César, il écrit d'une manière très ramassée. D'ailleurs il a intérêt, moins il en dit, mieux c'est pour lui. Et il dit, en latin, il dit Vercingetorix deditur, ça veut dire Vercingétorix est livré, mais deditur, on ne sait pas si ça veut dire se livre ou est livré, ça reste ambigu. Et puis, la deuxième partie de sa phrase, il dit en latin « arma proiunctur », les armes sont projetées. Et il utilise un drôle de mot parce qu'on n'a pas besoin de dire « projeter ». On ne jette pas des épées, on ne lance pas des boucliers, on les pose. Il aurait dû dire « les armes sont déposées ». Et ça, c'est intéressant parce que dans une campagne précédente où il combat les peuples belges, il assiège une forteresse avec des machines de guerre et les assiégés se rendent compte qu'ils ne vont pas réussir à faire le poids face aux machines de siège, donc ils se rendent. Et César explique comment ça se passe. Il dit « Ok, d'accord, donc dans un premier temps, vous faites sortir les chefs. Ça veut dire que les soldats restent dans la forteresse sans chef. Ils n'ont plus de commandement. Une fois que les chefs sont sortis, vous jetez les armes par-dessus les remparts. Et nous, on veut voir de grands monticules d'armes dans les fossés. Et quand ça sera ça, vous sortez désarmés à l'intérieur de rangs romains. Et le premier qui bouge, il est tué. Et donc, on comprend que c'est ce système-là qui met en place Alésias. On comprend pourquoi on utilise ce mot de projeter. Et on comprend aussi pourquoi il dit qu'au moment de la reddition, César se déplace sur les fortifications romaines. Il descend de son camp qui est sur les hauteurs parce qu'il veut voir de visu les armes s'accumuler dans les fossés. Mais les gens qui lisent cette histoire-là un siècle après et qui n'ont pas de version contradictoire se disent des 10 tours, les armes sont jetées, c'est les armes de qui? Les armes de Vercingétorix. Donc si Vercingétorix jette ses armes, ça veut donc dire qu'il se livre. Donc vous voyez, c'est comme ça que, en fait, sur cette absence de précision, il y a une espèce de fiction. C'est complètement une énorme fiction qui s'est créée. Qui se crée, en fait. On a tous l'image de Vercingétorix qui jette les armes aux pieds de César, entre autres dans les albums d'Astérix. Il jette les armes sur les pieds de César. Alors justement, sur cette légende qui a été créée autour de Vercingétorix, qui a commencé visiblement à l'Antiquité, il y a aussi cette nouvelle légende qui a été créée plus récemment avec une figure fondatrice de la nation française. On a tous entendu parler de Vercingétorix à l'école. Justement, ce personnage, comment est-ce qu'il a été construit pour servir ce discours? Mais pendant un moment, on n'entend plus du tout parler de lui, parce qu'en fait, durant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, en fait,
On lit César comme un espèce de manuel de guerre pour les ducs, pour les rois. D'ailleurs, c'est après la Bible, c'est l'un des tout premiers livres qui est édité dans l'imprimerie. Donc c'est vraiment un texte qui est important pour la formation intellectuelle des dirigeants. Et la situation change à partir de la Révolution. Parce qu'à partir de la Révolution, il y a une critique du pouvoir royal. Et puis une critique de la domination de la noblesse. Parce que la noblesse dit, pour aller vite, nous on domine ce pays parce qu'on est les descendants des chevaliers francs qui avons conquis la Gaule et Rome et donc on nous doit allégeance. Et des gens comme Voltaire ou l'abbé Sieyès disent mais d'accord, mais ils étaient combien ces chevaliers francs? Peut-être une poignée, alors que qui sait, les autochtones, c'est les descendants des Romains, qui ne devaient pas être très nombreux, et surtout des Gaulois. Il y a cette idée qui apparaît là, nos ancêtres les Gaulois, nous sommes le peuple en fait, et c'est à nous de nous autodéterminer. C'est pas au roi de nous dire ce qu'on doit faire en tenant son pouvoir de droit divin, son pouvoir absolu. Et c'est pas non plus à la noblesse de nous dominer, soi-disant parce qu'ils ont conquis la Gaule. C'est à nous de nous autodéterminer. Et c'est à ce moment-là que la figure de Vercingétorix commence à réapparaître. Et surtout, elle commence à prendre une dimension à partir de l'époque romantique. Il devient un petit peu l'archétype du jeune héros romantique qui combat pour la liberté, qui est prêt à sacrifier sa vie à son idéal. Dans les années 1860, ça prend une teinture politique. C'est-à-dire, il combat pas uniquement pour la liberté, mais il combat contre l'oppression, il combat contre la domination romaine, et donc il devient un petit peu l'incarnation de celui qui défend les libertés publiques. Donc c'est pour ça qu'il a ce rôle aussi fondateur dans notre imaginaire collectif. Et puis ensuite, on va voir que son personnage va évoluer en quelque sorte. Napoléon III cherche un modèle dans l'histoire et il voudrait se comparer carrément à Jules César. Et donc lui, il veut promouvoir l'idée que la colonisation romaine, ça a été très positif, ça nous a projetés dans la modernité. De la même manière que la colonisation de l'Algérie va projeter tous les pays du sud de la Méditerranée dans la modernité grâce aux Français. Il va y avoir une civilisation algéro-française, c'est ça l'idée. Donc en fait, on veut promouvoir l'idée que Vercingétorix s'est battu bravement, mais quand même c'est beaucoup mieux qu'il ait été vaincu parce que ça nous a fait rentrer dans la civilisation. C'est toujours l'image qu'on a. La fameuse civilisation gallo-romaine qui n'existe qu'en France, comme si le colonisateur et le colonisé s'entendaient pour dire super, oublions nos vieilles histoires, mais on va construire quelque chose ensemble. Et puis quand arrive la guerre de 14-18, enfin la guerre de 70 d'abord et la guerre de 14-18, on voit qu'il y a l'arrachement de l'Alsace-Lorraine, il y a l'offensive allemande qui rentre jusqu'en Champagne, et là on se rend compte que une guerre d'invasion, c'est pas aussi positif que ce qu'on pourrait penser. Et là, des écrivains ou des historiens comme Camille Julien se disent mais Vercingétorix, c'est quelqu'un qui défend sa patrie contre un envahisseur. C'est pas l'exemple magnifique du vaincu qui s'incline devant le colonisateur qui va lui apporter la civilisation. Quand revient le régime de Vichy, la propagande du régime, qui veut défendre l'idée de la collaboration, dit on est en 1940 comme en 52 avant Jésus-Christ, on s'est bien battu, mais adaptons-nous, soumettons-nous à l'envahisseur et qui seul peut garantir la paix dans le monde. Et puis en 1944, les résistants disent mais Vercingétorix, il était avec nous dans le maquis, c'est un résistant, Vercingétorix. Et puis on voit ensuite, après les années 70, 80, avec tous les mouvements de décolonisation, et c'est les historiens militaires qui montrent ça, donc c'est pas un fantasme. Ils montrent qu'en fait, la tactique que suit Vercingétorix, c'est la guérilla. C'est la tactique qui est utilisée au Vietnam, c'est la tactique qui est utilisée en Indochine contre les troupes françaises. Et donc Vercingétorix devient un petit peu, je dirais, une sorte de guérillero, d'une certaine manière. Donc vous voyez que la personnalité de Vercingétorix, elle est très fluide, très plastique, et en fait, elle reflète plus les changements de la société française que vraiment son identité réelle qui reste insaisissable en fait. Donc c'est une figure quand même extrêmement intéressante et on voit qu'elle a accompagné quasiment tous les mouvements politiques en France qui s'en resservent à leur façon puisqu'on sait peu de choses sur lui. Et d'ailleurs récemment, moi qui suis attentif à ce qui arrive à Vercingétorix, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt. Le dernier mouvement des Gilets jaunes s'est emparé de Vercingétorix comme sa figure tutélaire. Sur la place de Jaude, où il y a la statue de Vercingétorix, on lui a mis un gilet jaune, on lui a mis un drapeau jaune. Quand il y avait des manifestations, les gens se rassemblaient au pied de la statue de Vercingétorix. Le mouvement des Gilets jaunes a éclaté à la suite d'un mot malheureux d'Emmanuel Macron qui, croyant faire une blague, a parlé des Gaulois réfractaires. Et donc immédiatement, les gens se sont reconnus là-dedans. Et dans les ronds-points, vous aviez des banderoles « Bienvenue en Gaule réfractaire ». Les gens portaient des casques complètement fantaisistes avec des cornes, s'imaginant avoir des casques gaulois. Mais il y a cette idée, c'est intéressant, parce que ça veut dire que Vercingétorix, dans l'imaginaire collectif, c'est encore le défenseur des libertés publiques. Quand on pense, à tort ou à raison, c'est pas la question que ces libertés sont menacées, Vercingétorix arrive. Donc c'est un personnage qui est là, en fait. C'est un vrai mythe. Et c'est pour ça que il va continuer encore à se transformer. Il va encore arriver des choses, espérons le plus tard possible, des convulsions dans la société française. Mais à chaque fois que ça bouge, Vercingétorix bouge. Et c'est un nouveau Vercingétorix qui apparaît, en fait. C'est un peu notre nouveau héros dans toutes circonstances. Bon, écoutez, merci beaucoup, Laurent, de nous avoir éclairé sur ce personnage de Vercingétorix qui, on l'a vu, a plusieurs facettes et
dont on ne connaît pas exactement l'histoire réelle, et surtout de nous présenter ce statère en or qui est exposé dans les salles du second âge du fer du musée. Merci Daphné. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce statère et sur Vercingétorix, je vous invite à vous rendre sur le site du musée, musée-archéologienationale.fr, sous la rubrique podcast. Et bien sûr, à venir visiter les salles des âges du fer au musée d'archéologie nationale. C'était Écho du temps, le podcast du musée d'archéologie nationale.